Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 26 novembre 2025, bonjour et bienvenue de la brume sur Bamako ce matin. 35 degrés sont attendus comme température maximale au cours de la journée. Le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 19 degrés affichés en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, les premières retombées du protocole d'accord signé la semaine dernière entre le gouvernement et les opérateurs pétroliers, entente qui aura permis de réduire les délais d'attente au niveau des douanes, ont commencé à se faire sentir. L'approvisionnement en hydrocarbures s'est nettement amélioré à Bamako. Tel est le principal enseignement de la réunion hebdomadaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes hier à la primature sous la présidence du chef du gouvernement. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga a donné des instructions afin de lutter avec fermeté contre la fraude, les détournements et rétention de stocks de carburant. Enfin, des mesures seront prises afin de ravitailler sans délai les régions non encore approvisionnées qui se trouvent dans une situation critique. Autre titre de l'actualité de ce mercredi 26 novembre 2025, à Caille, les acteurs venus du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali se concertent afin de prévenir la migration irrégulière et circonscrire ses effets sur les personnes victimes de ce fléau. Et puis, chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly évoque aujourd'hui les feux de brousse qui ne sont plus de simples incidents saisonniers, mais un véritable fléau écologique. Enfin, en sport football, deuxième journée des matchs de poule des compétitions africaines de club. Nos représentants, le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC jouent le week-end. Et puis la Ligue européenne des champions revient à la faveur de la 5e journée qui a démarré hier. Cette 5e journée qui se poursuit aujourd'hui avec un match au sommet, Arsenal-Bayern Munich. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Aridjo Matina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation régionale de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier la réunion ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes à la primature. La réunion a salué les progrès obtenus ces derniers jours dans l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Le Premier ministre s'est réjoui de la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les faîtières, notamment le groupement malien des professionnels du pétrole et le groupement professionnel des pétroliers. Le chef du gouvernement a par ailleurs invité les services de sécurité à lutter contre les réseaux parallèles. Compte rendu, Mamadi Koné et Ali Outouré. La digitalisation de l'administration se poursuit. L'Agence pour la promotion des exportations au Mali, Apex Mali, vient de mettre une nouvelle plateforme à la disposition des exportateurs. Il s'agit du certificat d'origine, un document qui atteste que les produits exportés sont produits dans un pays particulier. Diallo Bindouba, sous-directrice de la facilitation et de la promotion des exportations à l'Apex Mali. Une nouvelle plateforme pour la digitalisation des certificats d'origine à l'export vers les zones de préférence. Donc c'est une plateforme qu'on a élaborée et pour la célérité dans le traitement des certificats d'origine au niveau de l'Apex vers les destinations qui offrent des préférences. Donc cela va permettre aux opérateurs économiques maliens dans le domaine de l'exportation de pouvoir lever leurs certificats d'origine sur une plateforme qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et au même coût. Donc du coup, pour l'administration, c'est aussi la sécurisation des recettes via le paiement mobile et puis la traçabilité. Et puis ça donne accès aux statistiques en temps réel vers les pays de destination, les produits d'exportation, et ça va améliorer la transparence au niveau de l'administration et permettre à nos plus hautes autorités d'avoir une vue d'ensemble sur les données et faciliter aussi la prise de décision sur les éléments pour l'exportation. Les membres du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration ont eu droit à une présentation des termes de référence d'une étude des experts chargés de la digitalisation de l'administration. Professeur Sogoba Jacqueline Konaté, coordinatrice du comité des experts. Nous avons effectué déjà pas mal d'activités de planification et nous avons présenté dans les détails ce que nous souhaitons faire en ce moment
au niveau du diagnostic, l'état des lieux approfondi. Donc c'est déjà commencé avec certains aspects, plateformes logicielles et données. Ça fait à peu près une vingtaine de plateformes que nous avons déjà passées en revue, qui tournent au niveau de notre administration. Nous voulons nous intéresser à bien d'autres aspects assez importants qui sont parfois négligés, tels que les aspects liés à la sécurité. C'est très important de s'intéresser à la façon dont les données sont stockées, les données sont sécurisées, puisque nous sommes actuellement dans l'actualité des cyberattaques, etc., où nos systèmes sont vulnérables. Donc on veut mettre un accent particulier sur la sécurité des données et le capital humain également. Les ressources humaines dont nous disposons, est-ce qu'elles ont tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner la transformation digitale? Est-ce qu'il y a des structures qui manquent de compétences au niveau numérique pour pouvoir planifier les renforcements de capacités, et les aspects réglementaires également? Le Premier ministre a félicité le ministère de l'Industrie et du Commerce à travers l'APEX pour avoir initié cette solution qui contribue à la digitalisation de notre administration. Voilà, vous l'aurez compris, une erreur d'aiguillage nous a fait dire que la rencontre à la primature portait sur les hydrocarbures. Il s'agissait plutôt d'une rencontre qui portait sur la digitalisation de notre administration. Tout autre chose à présent, lancement officiel hier à la Maison du Hajj de la deuxième phase des instructions des pèlerins sur la plateforme digitale. Cette nouvelle option permettra de résoudre les difficultés liées à l'attribution des passeports et au suivi des quotas. Le point avec Fanta Mamagnéteo. Point de départ d'un nouveau processus à la fois spirituel, logistique et citoyen. Il s'agit de la mise en place d'une plateforme digitale pour la gestion des quotas des pèlerins du Hajj 2026. Un outil innovant qui permettra de résoudre durablement les difficultés liées à l'attribution et au suivi des quotas en apportant plus de transparence, d'équité et de fluidité dans le processus du Hajj. Moussa Ndiaye, secrétaire général de la commission des agences de voyage. On était confronté à beaucoup de problèmes avec le partage de quotas direct. Donc avec la digitalisation et la plateforme, vraiment on n'a pas lié à ce problème-là. Tous les agences qui sont bien aguerries n'ont pas de problème pour avoir le quota souhaité. Cette amélioration va contribuer largement au confort et à la sécurité des pèlerins. Ce progrès a été possible avec l'implication active de nos autorités. Abdul Fattah Sissé, directeur général de la Maison du Hajj. Toutes les agences de voyage peuvent inscrire leurs pèlerins sur la plateforme digitale. C'est transparent, c'est lisible, c'est visible aussi pour tout le monde. De donner l'occasion à l'ensemble des acteurs de Hajj d'inscrire leurs pèlerins sans problème. Les quotas aujourd'hui, c'est sur la base des pèlerins réels sur la plateforme. Et ça nous permet quand même vraiment d'avancer et de répartir des quotas entre les agences de voyage et sans problème. Et puis avoir aussi les statistiques réelles en temps réel. Et ça va continuer jusqu'au 30 novembre, Inch'Allah. Pour le Hajj 2026, le Royaume d'Arabie Saoudite a réservé un quota de plus de 13 000 pèlerins pour le Mali. Mais il est important de rappeler que ce quota n'est pas garanti et ne sera confirmé que si notre pays est capable de le mobiliser dans le délai requis. Un mot de l'actualité régionale à présent et direction CAI, mettre en place des actions concertées au service de la protection et du bien-être des populations en situation de mobilité. Voilà l'un des objectifs de la réunion de coordination interpays et intercommunautaire que CAI vient d'abriter, organisée par l'ONG CIOD CAI avec l'appui financier du HR. Cette réunion s'est ouverte sous la présidence du gouverneur de la région en présence des membres des délégations venues du Sénégal et de la Mauritanie. De CAI, les précisions de Kansoutou Kanouté de la station régionale. Cette réunion de coordination interpays et intercommunautaire qui a rassemblé dans la capitale des rails les acteurs des pays concernés, à savoir le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, ainsi que les partenaires impliqués dans le domaine de la migration, les services spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes, la protection des migrants, entre autres, a pour objectif de renforcer la coordination régionale afin de prévenir la migration irrégulière et d'améliorer la protection des personnes en situation de mobilité à travers un dialogue constructif, un partage d'informations transparent et la mise en œuvre d'actions concertées et durables. Mamadou B. Keïta, coordinateur du projet Comité international pour l'aide d'urgence et le développement, CIOD CAI. Ce cadre de concertation intercommunautaire et interpays n'est pas une simple formalité.
Il constitue un espace stratégique où se construisent les solutions les plus efficaces. La migration dans nos régions sahéliennes et côtières ne s'arrête pas aux frontières administratives. Elle est transnationale, profondément liée à nos réalités sociales, économiques, sécuritaires et environnementales. Mahamadou Sidibé, chef d'antenne HCR Kaya. Cette rencontre est l'occasion de rappeler l'importance des acteurs locaux, chefs traditionnels, élus, associations de femmes, de jeunes, organisations communautaires. Ce sont eux qui chaque jour accueillent et orientent les personnes en mobilité, y compris les réfugiés et les demandeurs d'asile. Et c'est eux les premiers qui détectent les vulnérabilités. Pour le chef de l'exécutif régional, ce cadre de concertation ne doit pas être un simple espace de dialogue. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Il doit devenir un mécanisme vivant, utile, efficace et orienté vers des résultats concrets. Notre devoir commun est de garantir que chaque personne qui se déplace dans notre région puisse le faire en sécurité, avec dignité et dans le respect de ses droits fondamentaux. Cela exige des moyens, mais surtout une volonté collective, une coordination renforcée et une vision commune. Rappelons que les résultats attendus à l'issue de cette réunion de coordination interpays et intercommunautaire sont entre autres la mise en place d'un cadre d'échange régional entre les acteurs clés du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie, le partage des informations pertinentes sur les dynamiques migratoires irrégulières entre parties prenantes et la formulation des recommandations pour renforcer la prévention, la protection et la sensibilisation au niveau local et transfrontalier. Kaï Kansuto Kanouté Lassana Keita pour l'ORTN. AES, actualité. Oui, le premier volet de l'actualité AES qui nous conduit au Burkina Faso, où la société Nouvelle Brasserie du Faso fonctionne officiellement depuis hier. C'est le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui ouvre les portes de cette usine, symbole de souveraineté et de fierté nationale. Située dans la commune de Konsilga, près de Ouagadougou, cette nouvelle usine au capital de 6 milliards de francs CFA va permettre de valoriser les matières premières locales et générer des milliers d'emplois. Albéric Bationo de la Radio Nationale du Burkina Faso a assisté à l'inauguration de la société qui met désormais sur le marché 2 produits phares. Je vous propose son compte rendu. Brafaso renaît ainsi de ses cendres. Comme s'il est en présence d'une forte mobilisation de la population, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à la mise en service de ce joyau industriel, symbole de la fierté de tout un peuple. La SN Brafaso, bâtie sur fonds propres, incarne la volonté affichée de l'État burkinabé de relancer les unités industrielles en souffrance dans le pays. Pour les ministres en charge du commerce, Serge Poda, la société Nouvelle Brasserie du Faso n'est pas seulement une usine. Elle est la preuve que le peuple burkinabé souverain et déterminé est capable de prendre en main son indépendance et d'inventer son avenir. C'est la démonstration concrète que notre pays refuse désormais les dépendances, les monopoles étouffants et les manœuvres qui visent à freiner sa souveraineté économique. Prouvant ainsi au monde que lorsque la volonté au plus haut niveau est au rendez-vous, l'action est fulgurante et chirurgicale. Avec une capacité de production annuelle de plus de 600 000 hectolitres pour son compartiment brasserie, la SN Brafaso propose 2 produits phares, Brafort et Brafaso. Selon les ministres Serge Poda, d'autres types de boissons seront disponibles à moyen terme, notamment la sucrerie et l'eau minérale. La renaissance de la SN Brafaso est également le témoignage que lorsque au plus haut niveau, les autorités d'un pays déclinent leur vision avec patriotisme et conviction, rien ne peut arrêter le progrès et la marche salvatrice vers le bonheur des populations. C'est le 4 mars 2024, sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, que le gouvernement a lancé les travaux de réhabilitation de cette unité. Le 31 décembre, une décision prise en Conseil des ministres a officialisé la création de la SN Brafaso. Aujourd'hui, devenue réalité, l'usine a été réhabilitée grâce à un investissement d'environ 9 milliards de francs CFA pour les équipements et plus de 8 milliards 900 millions pour les infrastructures. Le second volet de l'actualité AES nous amène au Niger où le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a procédé à Niamey au lancement officiel de la campagne d'engagement des communes sur l'enregistrement universel des naissances. De Niamey, les explications de Ouédrago Hassana de la Voix du Sahel.
Premier document attestant de l'existence légale d'une personne, l'acte de naissance et le passeport juridique et citoyen. Ainsi, son enregistrement a un impact déterminant sur la vie et l'avenir des enfants et le développement d'un pays. Le Niger a opéré 3 grandes réformes de son système d'état civil afin de répondre aux préoccupations du moment, notamment la bonne gouvernance. Aussi, le lancement de la campagne nationale d'engagement des communes sur l'enregistrement des naissances marque une étape importante du secteur. En lançant officiellement cette campagne, le ministre d'État, ministre en charge de l'Intérieur, a rappelé tous les efforts engagés par l'État pour améliorer l'accès aux services de l'état civil. Au général de division Mohamed Toumba de lancer un appel aux 266 communes du pays pour mener à bien cette mission tout en remerciant l'UNICEF pour son engagement. Comme vous pouvez le constater, l'état civil est un véritable outil de souveraineté nationale. En ce sens qu'il confère à chaque citoyen une identité légale et au pays des données démographiques fiables. Du reste, cette question cadre parfaitement avec l'axe 4 de la vision de son Excellence, le général d'armée Abdrahmane Chani, président de la République, chef de l'État. En somme, le cadre juridique et institutionnel de l'état civil au Niger a permis d'aligner aux standards internationaux en dépit de quelques insuffisances. Après ce lancement, des forats seront organisés dans toutes les régions du pays sur la même thématique, afin entre autres de renforcer l'engagement des autorités locales. Des 266 communes sortira le champion du droit des enfants. Engageons-nous pour chaque enfant un acte de naissance. Un mot de l'actualité hors des frontières de la Confédération de l'AES et direction Nigeria, où environ 15 000 personnes dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, devraient être touchées par des conditions s'apparentant à une famine. Telle est l'alerte donnée par le Programme alimentaire mondial dans un communiqué publié hier. C'est l'instabilité croissante du nord du pays qui devrait provoquer ce niveau inédit d'insécurité alimentaire. Au Soudan, les paramilitaires des FSR annoncent une trêve unilatérale de 3 mois. L'acceptation de cette trêve intervient plus de 2 ans après l'éclatement du conflit meurtrier qui les oppose à l'armée, le conflit marqué par des exactions de 2 camps et auquel plusieurs médiateurs internationaux tentent de mettre un terme, a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés, provoquant ce que l'Organisation des Nations Unies qualifie de pire crise humanitaire du monde. Au Soudan du Sud voisin, l'aide internationale est au plus bas depuis 2011. La moitié de la population a faim, alerte l'ONG Oxfam. Les coupes budgétaires des bailleurs traditionnels, notamment les États-Unis, le plus grand d'entre eux, ont privé la population d'une aide humanitaire vitale au moment même où elle en avait le plus besoin, affirme l'ONG. Une juge fédérale américaine a annulé lundi dernier l'inculpation de l'ancien directeur du FBI, James Comey, et celle de la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James. Ces 2 personnalités étaient des cibles de la vindicte du président Donald Trump. La juge a invalidé la nomination de Lindsey Hooligan, la procureure choisie par le président républicain, qui avait engagé ces poursuites. Elle a prononcé en conséquence l'abandon des poursuites dans les 2 dossiers. La page sport dans un instant. Au milieu de cette page sport consacrée uniquement au football de la Ligue européenne des champions avec la 5e journée, démarrée hier et qui s'achève ce soir avec au programme plusieurs affiches alléchantes, dont l'opposition Arsenal-Bayern Munich. Par ailleurs, la FIFA a dévoilé les chapeaux du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Sur le continent, nos 2 représentants en compétition interclub joueront durant le week-end. La synthèse de l'actualité sportive du jour, c'est avec Alidou Matina. Compétition africaine des clubs, pas de repos pour nos 2 représentants qui vont enchaîner la 10e journée des matchs de poules ce week-end. En Ligue africaine des champions, le stade malien de Bamako, auteur d'un nul encourageant en terre tunisienne 0-0 face à l'Espérance de Tunis, reçoit lors de la 10e journée Sima de la Tanzanie. La rencontre prévue ce dimanche au stade du 26 mars est importante pour les Blancs de Bamako qui devront tout mettre en œuvre pour chercher la victoire. Et en Coupe de la Confédération, le Djoliba Athletic Club sera en déplacement en Côte d'Ivoire pour affronter San Pedro. La rencontre est prévue également dimanche. Battus à domicile lors de la première journée, les Rouges de Bamako se doivent de réagir face au club ivoirien pour ne pas se faire distancer déjà dans le groupe A. En nouvelle, la légende Cristiano Ronaldo, qui a pris un carton rouge tout récemment avec le Portugal contre l'Irlande, s'en sort bien finalement.
puisqu'il est seulement suspendu pour un match et 2 avec sursis. Ainsi en a décidé la commission de discipline de la FIFA. Du coup, CR7, meilleur buteur de l'histoire de la sélection, avec 143 buts, sera disponible pour le premier match du Portugal au Mondial, puisqu'il a déjà purgé sa suspension contre l'Arménie. 5 ans après sa relégation et 9 ans après le crash qui avait décimé son effectif, Chapecoense fait son grand retour dans l'élite du football brésilien. Le club du sud du Brésil a officialisé sa remontée en terminant 3e d'une série B très disputée et serrée. L'équipe a ainsi l'occasion de commémorer le 10e anniversaire de son terrible crash d'avion ce 28 novembre en tant que club de Série A. À un peu moins de 2 semaines du tirage au sort du mondial prévu le 5 décembre, l'instance suprême du football mondial, la FIFA, vient d'officialiser les chapeaux de la Coupe du Monde 2026. Dans le chapeau 1, en plus des 3 pays co-organisateurs que sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, nous avons l'Espagne, l'Argentine, la France, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique. Le chapeau 2 est composé de la Croatie, du Maroc, de la Colombie, de l'Uruguay, de la Suisse, du Japon, du Sénégal, de la Corée du Sud, de l'Équateur, de l'Australie, de l'Autriche et de l'Iran. Le chapeau 3 regroupe la Norvège, le Panama, l'Égypte, l'Algérie, l'Écosse, le Paraguay, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, l'Ouzbékistan, le Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud. Et le 4e et dernier chapeau renferme la Jordanie, le Cap-Vert, le Ghana, Curaçao, Haïti, la Nouvelle-Zélande et 6 autres nations qui seront déterminées lors des prochains matchs de barrage. Ligue européenne des champions pour terminer. La deuxième partie de la 5e journée se joue ce mercredi. Déjà à 17h45, il y aura les rencontres Pafos AS Monaco et FC Copenhague Kairat Almaty. À 20h, ça prend fin avec 7 matchs. Le Paris Saint-Germain jouera contre les Anglais de Tottenham. En perte de vitesse depuis quelques rencontres, le Real Madrid sous pression se déplace en Grèce chez l'Olympiakos Le Pirée. Liverpool, autre équipe également en difficulté, reçoit les Néerlandais du PSV Eindhoven. L'Atlético Madrid accueille dans son antre l'Inter Milan. Et le choc, le match phare de cette 5e journée, oppose à l'Emirates Stadium les Anglais d'Arsenal aux Allemands du Bayern Munich. Les deux formations font un début de saison remarquable. Déjà hier, au compte de cette 5e journée, 9 matchs ont été joués. Les Blues de Chelsea s'imposent à domicile 3-0 face au FC Barcelone. Autre surprise de la soirée, la défaite de Manchester City à domicile 2-0 contre les Allemands du Bayer Leverkusen. La Juventus de Turin en déplacement l'emporte 3-2 chez Bodo Glimt. Autre club italien en lice, le Napoli qui gagne 2-0 à domicile face à Karabakh. Le Borussia Dortmund, amené par son attaquant international guinéen Serhou Guirassy, auteur de 2 buts, s'impose 4-0 face à Villarreal, les sous-marins jaunes. L'Olympique de Marseille se relance en battant à domicile les Anglais de Newcastle 2-1. L'Ajax d'Amsterdam enregistre sa 5e défaite et s'incline devant Benfica 2-0. Arsenal, Bayern Munich et l'Inter Milan qui jouent ce soir restent toujours en tête avec 12 points chacun. Chronique de l'environnement. À Bandiagara, les feux de brousse ne sont plus de simples incidents saisonniers. Ils sont devenus un véritable fléau écologique. Chaque année, des hectares de végétation partent en fumée, mettant à mal l'équilibre fragile des écosystèmes Dogon et Peul. La flambée des feux de brousse à Bandiagara, c'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Selon la direction régionale des eaux et forêts de Bandiagara, la région connaît une recrudescence inquiétante de feux déclarés au cours des dernières semaines. Les causes se mêlent: pratiques agricoles incontrôlées, activités de chasse, négligence humaine et parfois actes de malveillance. Colonel Lagabé Maïga, directeur régional des eaux et forêts de Bandiagara. Ces derniers temps, nous avons assisté à une série de feux un peu partout dans la région. Nous sommes vraiment inquiets vu ce que nous avons vu ces 2 dernières semaines en termes de feux de brousse et en termes d'ampleur dévastatrice. Cette spirale destructrice affecte les sols, appauvrit les pâturages et menace la faune déjà fragilisée par le changement climatique. Les communautés rurales emportent le lourd tribut: perte de forage, diminution de la productivité agricole et insécurité alimentaire. On pourrait globalement les situer en 2 grands groupes de causes. D'abord les causes humaines et les aspects sécuritaires aussi. C'est possible, le pays est en guerre. Allez-y comprendre ce que je voulais dire par là. Mais il y a aussi les causes naturelles. Les causes naturelles, ça c'est des causes qu'on ne maîtrise pas. Ça c'est des causes qui sont dues même souvent au climat. Et quand on prend par exemple la foudre, ça peut être sujet vraiment à brûler la forêt. Surtout que nous savons que notre écosystème se caractérise par sa fragilité. Donc la moindre étincelle peut vraiment causer des dégâts énormes.
Face à cette situation, des campagnes de sensibilisation sont engagées, mais leur impact reste limité tant que le comportement à risque persiste. La première action que nous menons, disons, ça c'est la sensibilisation, que ce soit à Badiangara, à Bankassou, à Koro, toujours par rapport au même phénomène. Donc vous savez, dans la région de Badiangara, on a la chance d'avoir des groupes sociaux culturels qui sont de nature engagée dans la protection de l'environnement. Je vais parler par exemple des Barahogon, des Tolomondio, mais c'est des groupes qui sont là, qui assistent les services et qui luttent pour eux-mêmes pour pouvoir sauvegarder nos formations naturelles, y compris en luttant contre les feux de brousse. Et puis un peu partout, depuis des années, des brigades anti-feu ont été formées. C'est des groupes de jeunes qui ont été formés, qui disposent de techniques pour pouvoir anticiper les feux de brousse et pour pouvoir, au cas échéant, éteindre les foyers de feu. Donc, d'une façon globale, notre stratégie s'appuie sur deux phases. D'abord, une phase préventive où il y a la sensibilisation, où il y a par exemple la réalisation des pare-feux. Pare-feux, c'est des bandes que l'on fait tout autour des formations naturelles, ou même des maisons, ou même des champs, des bandes débarrassées de toute végétation et de toute espèce qui puisse être combustible. De telle sorte que si le feu venait à arriver, il y a une barrière qui est là, il s'éteint de lui-même. Ensuite, en méthode active, ça c'est carrément aller au front du feu, si je peux le dire, quand on voit que ça se tente de se propager. Et là aussi, les populations ont été formées à ces différentes techniques de façon active pour pouvoir éteindre les feux. Dans cette bataille contre les flammes, Badiangara n'a pas seulement besoin de sanctions, elle a besoin d'une prise de conscience collective, sans quoi chaque saison sèche sera synonyme de désolation. À 7h passées de 26 minutes à Ambidédi dans la région de Caï se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Dao. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Aïssata Saliou Maïga. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keïta, les avis et communiqués avec Doudou Temeli. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.